Salut! Si tu baignes un peu dans l'univers de l'intelligence artificielle ou de l'informatique, tu as sûrement déjà remarqué un truc assez paradoxal. L'écrasante majorité de nos modèles d'IA ultra puissants apprennent à partir de bases de données totalement figées. On appelle ça l'apprentissage par l'eau. Mais le monde réel, lui, il n'est absolument pas figé. Il est chaotique, dynamique et il génère un flux d'informations continu. Alors la vraie question, c'est comment faire pour qu'une IA s'adapte en temps réel, de manière fluide, sans devoir tout réapprendre depuis zéro à chaque nouvelle info. Eh bien, la réponse se cache derrière un mur mathématique qu'on va décortiquer ensemble dans cette analyse. On va parler du fameux réflexe bayésien et surtout on va démystifier la clé qui permet de contourner ce mur, les approximations bayésiennes. C'est littéralement l'ingrédient secret qui rend l'IA moderne capable de passer à l'échelle. Allez, c'est parti. Au programme de notre exploration aujourd'hui, on a 6 étapes clés. On va commencer par le problème central, le postérieur intractable. Ensuite, on fera un saut dans le temps avec l'approche historique du MCMC. Puis, on attaquera la solution moderne, l'inférence variationnelle et sa mécanique d'optimisation. On verra tout ça en action avec des exemples concrets, avant de finir sur les limites actuelles et le futur de la recherche. Bon, plongeons direct dans le vif du sujet avec notre premier point, le problème du postérieur intractable. Pour bien saisir pourquoi on a besoin d'approximation, il faut d'abord comprendre ce qu'on essaie de reproduire. Pense 2 secondes à ton système nerveux autonome. Sans que tu aies besoin d'y penser consciemment, ton corps régule ton rythme cardiaque, ta température, ta respiration. Il maintient ce qu'on appelle l'homéostasie, ton équilibre interne. Eh bien, les algorithmes d'apprentissage bayésien font exactement la même chose pour l'IA. C'est le réflexe bayésien. Dès qu'une nouvelle donnée débarque, l'algorithme met à jour ses croyances presque inconsciemment pour garder un équilibre parfait entre explorer de nouvelles pistes et exploiter ce qu'il sait déjà. C'est fascinant, mais mathématiquement, comment ça marche ? Ce réflexe repose sur un cadre mathématique qu'on appelle l'inférence bayésienne. En clair, c'est la méthode qui nous dicte comment mettre à jour nos croyances quand on fait face à de nouvelles données. Le cœur du moteur, c'est le théorème de Bayes. Il prend nos hypothèses de départ, qu'on appelle le prior, ensuite il regarde la probabilité de nos nouvelles données, ce qu'on nomme la vraisemblance. En combinant les deux, on obtient le postérieur, c'est-à-dire nos croyances entièrement mises à jour. Pour te donner une image du quotidien, imagine que tu penses qu'il va faire beau aujourd'hui, ça c'est ton prior. Mais en sortant, tu vois plein de gens avec des parapluies, ça c'est ta vraisemblance. Automatiquement, tu actualises ta croyance et tu te dis qu'il va pleuvoir. Boum, c'est ton postérieur. Dans un système idéal, le postérieur d'aujourd'hui devient simplement le prior de demain. C'est hyper élégant. Mais voilà, il y a un énorme piège dans l'équation. Le théorème de Bayes possède un dénominateur. On l'appelle la vraisemblance marginale. C'est une constante qui sert à s'assurer que notre postérieur est une vraie probabilité, donc que le tout s'additionne bien pour faire 1. Le problème, pour calculer ce dénominateur, il faut calculer une intégrale sur absolument toutes les valeurs possibles des paramètres de notre modèle. Si tu as un modèle avec 3 variables, ça va. Mais aujourd'hui, on bosse avec des réseaux de neurones qui ont des milliards de paramètres. Cette intégrale devient un véritable monstre. Elle devient intractable, c'est-à-dire mathématiquement impossible à calculer. Il nous faudrait littéralement plus que l'âge de l'univers pour la résoudre avec les ordinateurs actuels. C'est à ce moment précis que le calcul exact échoue et qu'on doit tricher un peu. Et justement, pour contourner cette intégrale impossible, les mathématiciens ont d'abord trouvé une parade géniale. C'est notre deuxième point, l'approche MCMC. L'idée de génie, c'était de se dire « Ok, on ne peut pas calculer la distribution exacte, mais est-ce qu'on ne pourrait pas générer des échantillons qui lui ressemblent fortement ?» C'est ça le MCMC, pour Markov Chain Monte Carlo. Au lieu de faire des maths pures et dures, l'algorithme fait une sorte de marche aléatoire structurée dans l'espace de nos paramètres. Imagine un explorateur qui se balade à l'aveugle sur une carte en suivant des règles très précises. S'il marche assez longtemps, il finira naturellement par passer beaucoup plus de temps dans les zones intéressantes, là où le postérieur est élevé. La trace de ces pas finit par dessiner la forme exacte de notre distribution complexe. Cette approche ne date pas d'hier. Regarde un peu l'historique. Tout part de 1953 avec l'algorithme de Metropolis, qui venait de la physique statistique. En 1970, un chercheur du nom de Hastings l'améliore, créant le célèbre Metropolis Hastings. Puis, grosse révolution en 1984, les frères Gehman introduisent l'échantillonneur de Gibbs, qui permet de mettre à jour les paramètres un par un. Bref, pendant des décennies, le MMC régnait en maître absolu. Sauf qu'à la fin des années 90, on est entré dans l'ère du big data. Et là, catastrophe, le MMC était beaucoup trop lent. Face à ce mur, une équipe menée par Michael Jordan formalise en 1999 une toute nouvelle voie, l'inférence variationnelle. Faisons le match entre les deux, parce que c'est vraiment le cœur du problème. À gauche, on a le vétéran, le MCMC. Sa méthode, c'est l'échantillonnage. Son super pouvoir, il est asymptotiquement exact. Donne-lui un temps infini, il te donnera la réponse parfaite. Son défaut, il est d'une lourdeur informatique affolante. À droite, le challenger, l'inférence variationnelle. Elle utilise l'optimisation, c'est une méthode purement approximative, donc on n'aura jamais la distribution parfaite à 100%. Mais en contrepartie, elle est rapide comme l'éclair et totalement scalable. Quand tu dois traiter des pétaoctets de données, le MCMC s'étouffe alors que l'inférence variationnelle encaisse sans brancher. Alors comment ça marche exactement ? On passe à notre troisième point et tu vas voir, c'est un changement total de paradigme.
L'inférence variationnelle, ou VI pour les intimes, prend ce problème d'échantillonnage super lourd et le transforme en un simple problème d'optimisation. Le concept est ultra malin. Puisque notre vrai postérieur est un cauchemar à calculer, on va tricher. On va prendre une famille de distributions mathématiques super simples, genre des courbes en cloche bien lisses, des gaussiennes, et on va chercher, parmi toutes ces courbes simples, laquelle ressemble le plus à notre cauchemar mathématique de départ. On ne cherche plus la vérité absolue, on cherche le meilleur sosie possible. L'énorme avantage, c'est que l'optimisation, on sait très bien faire en informatique, et on sait le faire vite. Sauf qu'il y a un hic. Pour trouver ce fameux meilleur sosie, il nous faut un outil pour mesurer à quel point notre approximation ressemble au vrai postérieur. Cet outil de mesure, c'est ce qu'on appelle la divergence de Kullback-Leibler ou divergence KL. C'est littéralement notre maître ruban. Le but de l'inférence variationnelle, c'est de minimiser cette distance KL au maximum. Pour te faire une image, imagine que la vraie distribution intractable est une grosse sculpture 3D hyper complexe avec plein de creux et de bosses. Minimiser la divergence KL, c'est comme prendre une lampe de poche et tourner autour de la sculpture pour projeter son ombre sur un mur plat en 2D. Évidemment, on perd du détail, on perd la profondeur, mais en trouvant le meilleur angle avec la lampe, on obtient l'ombre la plus fidèle possible et ça, c'est beaucoup plus facile à utiliser pour nos calculs. Bon, on a la théorie. Mais sous le capot, comment l'algorithme oriente-t-il sa lampe de poche? C'est notre 4e partie. Accroche-toi, on touche à une magnifique ironie mathématique. Je viens de te dire qu'on doit minimiser la divergence KL pour trouver la meilleure approximation. Mais pour calculer cette divergence, on a besoin de connaître le vrai postérieur. Celui-là même qu'on essaye d'approximer parce qu'on ne peut pas le calculer. C'est le serpent qui se mord la queue. Pour briser cette boucle infernale, les chercheurs utilisent une astuce redoutable. L'ELBO, pour Evidence Lower Bound, ou la limite inférieure de l'évidence. C'est un peu technique, mais en gros, en bidouillant l'équation, on fait apparaître cette valeur ELBO, qui elle est calculable facilement. Et la magie des maths fait que maximiser l'ELBO revient exactement à minimiser la divergence KL. On remplace un problème insoluble par un problème qu'on sait résoudre. Tout le machine learning moderne repose sur cette maximisation de l'ELBO. Mais même avec l'ELBO, si tu dois recalculer tout ton modèle en repassant sur des milliards de données à chaque petite étape d'optimisation, tu n'en finis plus. C'est là qu'entre en scène le deuxième moteur de l'IA, la descente de gradient stochastique, ou SGD. Au lieu de regarder l'immense base de données en entier pour savoir dans quelle direction ajuster les paramètres, la SGD triche un peu. Elle prend juste un tout petit échantillon au hasard, elle calcule une direction approximative, un gradient bruté, et elle fait un petit pas. Ce n'est pas hyper précis à chaque fois, mais c'est tellement rapide qu'on peut faire des millions de pas à la seconde. La question c'est comment on combine ça avec nos calculs bayésiens. La réponse, c'est l'inférence variationnelle stochastique, la fameuse SVI. C'est la fusion parfaite entre les probabilités bayésiennes et la vitesse de la descente de gradient. L'algorithme sépare les choses intelligemment. Il y a des variables globales pour tout le modèle et des variables locales pour chaque donnée spécifique. Le cycle se fait en 3 petites étapes super fluides. Étape 1, on pioche au hasard un petit lot de données. Étape 2, pour ces données-là, on calcule la meilleure approximation locale en se basant sur ce que le modèle sait déjà globalement. Étape 3, on utilise cette info fraîche pour mettre à jour un tout petit peu nos connaissances globales. Et on boucle. Avec ça, la taille de la base de données n'a plus d'importance. Que tu aies 1000 ou 10 milliards de points, l'algorithme danse au même rythme. C'est bien beau la théorie, mais concrètement, à quoi ça sert dans la vraie vie? Passons à la pratique avec notre 5e point. Les applications sont juste dingues. Prends l'analyse de texte par exemple. Avec des modèles comme le LDA, l'inférence variationnelle est capable d'extraire automatiquement les thématiques cachées dans des millions d'articles Wikipédia en un temps record. Impossible à faire avec l'ancien MCMC. Autre domaine critique, le climat. Les climatologues utilisent des régressions bayésiennes pour évaluer en permanence leur modèle de la Terre. À chaque fois qu'on a un nouveau relevé de température, le modèle s'ajuste grâce à ce fameux réflexe bayésien, ce qui rend les prédictions futures beaucoup plus fiables. Et le plus fou, ça marche même en mathématiques pures. Récemment, on a utilisé ces mêmes algorithmes pour modéliser la distribution des nombres premiers. Le modèle a repéré des zones d'intensité qui ont carrément permis de découvrir 184 nouveaux candidats hyper solides pour des nombres premiers de Mersenne, des monstres à plusieurs millions de chiffres. C'est dire la puissance du truc. Mais attention, on ne va pas se mentir, tout n'est pas parfait. Et c'est ce qui nous amène à notre dernier point, les limites actuelles. Dans la communauté scientifique, l'inférence variationnelle fait débat à cause de 3 gros défauts. D'abord, contrairement au MCMC, elle n'offre aucune garantie théorique stricte. On ne sait jamais à 100% à quel point notre approximation est juste. Ensuite, comme l'algorithme force l'approximation à être compacte pour minimiser la distance KL, il a une fâcheuse tendance à sous-estimer la variance, c'est-à-dire l'incertitude globale. Imagine une carte routière dessinée de façon beaucoup trop simpliste. Elle te montre très bien l'autoroute principale, mais elle omet totalement de t'avertir qu'il y a un ravin mortel juste à côté. L'IA peut donc se croire plus sûre d'elle qu'elle ne devrait l'être face à des cas extrêmes.
Enfin, comme toute méthode d'optimisation stochastique, elle peut se bloquer dans ce qu'on appelle un minimum local, c'est-à-dire trouver une bonne solution de facilité et s'y arrêter sans voir qu'il y a une solution parfaite juste derrière la colline. Pour résumer notre analyse, on a vu que calculer le vrai postérieur est devenu mathématiquement impossible face aux données massives. Le bon vieux MCMC est précis, mais il s'effondre à l'échelle. Et l'inférence variationnelle a sauvé la mise de l'IA moderne grâce à l'optimisation et la rapidité stochastique, même si elle a parfois tendance à être un peu trop simpliste ou trop sûre d'elle. Et ça nous amène directement à la frontière absolue de la recherche actuelle. La vraie question provocatrice sur laquelle bossent les labos du monde entier aujourd'hui, c'est celle-ci. Est-ce qu'on sera un jour capable de créer une architecture unifiée ultime? Un algorithme hybride qui aurait la vitesse foudroyante de l'inférence variationnelle tout en conservant les garanties mathématiques parfaites du MCMC. Le jour où on trouve ça, on débloque une nouvelle ère pour l'intelligence artificielle, une IA pleinement et rigoureusement consciente de ses propres incertitudes. De quoi donner envie de creuser un peu plus le sujet, non? Merci de m'avoir suivi dans cette exploration et reste curieux.